Donc, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont dans l'amphi, bonjour à ceux qui sont en distance pour cette causerie. Je vais vous présenter Monsieur Le Sage et Madame Sangissen. Enfin, ils vont se présenter lors de leur présentation sur cette causerie qui s'intitule « Innover par le design ». Donc c'est une thématique qui est déjà intéressante, ça c'est une première chose, et qui peut intéresser certains d'entre vous, ceux qui sont en école d'ingénieur en troisième année. L'année prochaine, c'est un sujet que l'on abordera dans la majeure conception et innovation, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet. Donc sur la majeure conception et innovation sur le campus de Nanterre. Donc vous, dans l'amphi, vous pourrez poser des questions à la fin. Pour ceux qui sont en distance, vous pouvez nous envoyer des questions sur la boîte mail des causeries que vous avez ici, causerie.idfc@cesi.fr, et on essayera de poser les différentes questions en fonction du temps. Merci et bonne causerie. Bonjour à tous, merci de votre accueil chaleureux. Nous allons vous parler d'innover par le design. Je pense qu'on va essayer aussi de vous poser des questions pour voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous avez compris, ce que vous captez de notre travail. Tout d'abord, je vais vous dire un petit mot sur d'où on vient. Nous travaillons, Xavier et moi, et on se présentera un petit peu plus en détail. Nous venons tous les deux de l'École nationale supérieure de création industrielle, les ateliers, qui est une école des ministères de la culture et de l'industrie, qui est basée à la Bastille. Et je vous invite d'ailleurs dès maintenant, la semaine prochaine, la fin de la semaine, nous sommes en porte ouverte, donc vous pouvez venir samedi prochain, nous rendre visite, vous verrez des projets à tous les étages. Alors pourquoi on s'appelle les ateliers ? Cette école, elle a 40 ans cette année. Alors en plus, c'est la fête. Cette année, il y a pas mal de choses à fêter. Et elle travaille, cette école, sur la question du design de façon globale. On va voir qu'est-ce que c'est qu'une définition du design. Nous avons effectivement des formations initiales, un centre de recherche et puis de la formation tout au long de la vie. Donc ici, en général, quand je dis qu'on est 350, les gens me disent par promo, non, c'est toute l'école. Voilà, donc on ne va pas trop vous envahir. Et effectivement, on est membre de la conférence des grandes écoles. Voilà, on a des chaires et des centres de recherche. Donc ça, vous voyez, c'est la grande cour où on travaille, et on travaille par le projet. Voilà, alors Xavier, je te laisse te présenter. C'est moi en bas, vous me reconnaissez, je n'ai pas trop changé depuis. Donc je suis Xavier Le Sage, vous pouvez m'appeler Xavier, je suis économiste de formation, docteur en sciences de gestion de l'École centrale Paris, devenue Centrale Supélec. Je suis professeur associé en stratégie, innovation et entrepreneuriat. Je suis rattaché à l'ESCA, qui est une école de commerce, et puis j'ai rejoint il y a un peu plus d'1 an et demi l'ENSI pour prendre la direction d'un programme exécutive Innovation by Design. Alors, je ne suis pas designer de formation, par contre, Geneviève l'est. Par contre, je suis persuadé qu'aujourd'hui, c'est le design, que le design est vraiment la compétence de demain. Peut-être d'aujourd'hui, d'abord d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Moi, je ne peux pas penser la gestion d'un projet, notamment la gestion d'un projet d'innovation, sans design, sans cette compétence-là. Et je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre dans votre parcours, vous allez travailler avec des designers. Merci de cette introduction flatteuse. Donc Geneviève Sangissen, moi je suis diplômée de l'École nationale supérieure de création industrielle 1994, voilà, ça commence à faire. J'ai fait ma carrière dans l'industrie et j'ai toujours suivi les questions de promotion du design avec les associations professionnelles et l'enseignement. Donc je suis revenue à l'école pour justement travailler sur la formation tout au long de la vie. Formation tout au long de la vie, vous commencez juste dans la carrière, mais vous entendez bien, en ce moment on nous dit qu'on va travailler jusqu'à 67 ans, peut-être même, je ne sais pas jusqu'à combien, mais enfin bon, parti comme on est, la formation tout au long de la vie va prendre un intérêt particulier pour tous ici aujourd'hui, puisqu'effectivement, vous aurez sans doute envie de changer, de bifurquer, de faire autre chose. Vous êtes aussi une génération qui est habituée à beaucoup de changements et beaucoup de bouleversements, et on vous souhaite le meilleur sur vos parcours.
Alors, moi, effectivement, j'ai une expérience de designer et j'ai pris la direction du département il y a 5 ans. Et le but de ce département, c'est vraiment de travailler sur des méthodes pédagogiques innovantes, sur des secteurs en pointe, trouver des sujets sur lesquels on va expérimenter. Et on gère actuellement plusieurs sujets qui sont la transformation technologique, le biomimétisme et puis l'innovation par le design. Voilà. Si vous avez des questions, je reviendrai là-dessus, mais je ne veux pas être trop longue sur ce point-là. Voilà. Alors, première question à la salle. Le design, à quoi ça sert? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous êtes capable de définir ce que c'est peut-être le design pour vous? Comment vous le percevez? Oui. Esthétique, ok. Oui. Pour attirer l'œil, ok. D'autres? Oui. L'ergonomie, pas mal, effectivement. La partie commerciale pour vendre, ok. À quoi ça peut servir pour un ingénieur? Comprendre les besoins? Oui, très bien. Bien vu. L'architecture des produits? Oui, très bien. C'est une bonne réponse aussi. Ok. Alors, à vrai dire, la profession n'a jamais réussi à s'accorder sur une définition. Alors, on va vous en donner une qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Vous pouvez la lire, mais effectivement, alors, l'école dans laquelle nous travaillons a été créée il y a 40 ans pour adresser les nouveaux mondes industriels. On était déjà, il y a 40 ans, sur la question de la désindustrialisation, de la mondialisation, de la perte de repères de l'Occident. Et donc, le ministère de la Culture et de l'Industrie se sont unis de façon unique, puisque ça ne s'est pas reproduit à notre connaissance, pour effectivement créer cette école où on va travailler par effectivement le projet, la créativité. Donc l'école est ouverte 24 heures sur 24, toute l'année, et elle développe une vision du design qui est complètement ouverte et applicable à toutes sortes de sujets. Donc, si on prend la définition, il s'agit d'un processus intellectuel, donc apparemment ça se passerait là. Pour nous, c'est pas que là, c'est aussi ici, dans les mimines, vous verrez. Pluridisciplinaire, ça veut dire qu'effectivement, on travaille avec tout le monde. En tout cas, on essaye, et c'est pour ça qu'on vient vous voir aujourd'hui, parce qu'on va vous dire qu'on a très envie de travailler avec vous. Humaniste, on a la prétention d'avoir quelques valeurs, et on a des élèves très engagés. On peut faire n'importe quoi avec le design. Hein. Vous verrez sur le design d'interface, on peut faire du nudge et faire en sorte que vous soyez sur vos écrans 24 heures sur 24 à dépenser votre argent pour des conneries. Ça, on sait faire aussi. Mais nous, en tout cas, ce qu'on défend au départ, et comme vous devez sans doute le défendre aussi pour votre métier d'ingénieur, c'est voilà, ingénierie qui a du sens, design qui a du sens, donc travailler sur le côté humaniste. Et le but est de traiter et d'apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, petites et grandes, liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Ça fait une grande phrase pour vous dire qu'en fait, on peut en mettre un petit peu de partout. Et que, en ce qui nous concerne, on fait du design de produits, de communication, d'espace, de transformation d'entreprise. On fait du design sur l'organisation des boîtes, on fait du design sur le droit, on fait du design sur l'innovation publique, sur les services, sur le numérique. Donc c'est vraiment une méthodologie, une façon de penser, une approche qui permet de travailler sur tout un tas de sujets du quotidien. Xavier. Donc les caractéristiques, en tout cas, d'une approche d'innovation, mais plus généralement d'une approche par le design, c'est une méthodologie que vous connaissez, c'est la méthodologie du projet, avec une démarche qu'on qualifie souvent de double diamant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette approche, qui est une approche itérative qui consiste à observer, à être à l'écoute. Vous allez vous rendre compte que c'est un terme qui revient souvent, l'écoute attentive, l'empathie. On observe, on passe du temps avec les usagers, hein, on travaille sur les usages pour ensuite très vite proposer des briefs, prototyper, maqueter. Hein. Si vous allez au JPO de l'ENSI, vous allez voir que c'est un vrai, c'est ce qu'on appelle un design lab, un design factory. Vous rentrez, vous avez les ateliers métaux, les ateliers bois au 5e étage, vous avez les machines à tisser. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir très vite matérialiser une idée et concrétiser un projet pour le tester,
pour tester votre idée, tester votre projet. Et puis ensuite, voilà, on est sur un processus itératif pour s'assurer qu'on va être capable de développer un produit, un service, une technologie, voire une organisation qui répondent réellement aux besoins, aux problèmes, aux frustrations d'usagers, d'utilisateurs, quels qu'ils soient. Les enjeux, c'est ceux de l'innovation, de la transformation, du changement d'échelle. Pour ceux qui s'inscrivent, qui ont envie de s'inscrire dans un projet entrepreneurial, vous savez que l'enjeu principal, en tout cas la plus grosse difficulté, c'est la gestion de la croissance. Donc comment on va pouvoir mobiliser ces approches de design, notamment de design organisationnel, de design circulaire, pour changer d'échelle et assurer sa croissance. Et puis bien évidemment, il y a ces enjeux aussi de responsabilité, d'impact social, environnemental, et plus généralement de la durabilité. Les applications, comme l'a très bien dit Geneviève, on n'est pas simplement sur du design industriel, du design de produits. Ça concerne donc le service, les espaces, la communication, les services, la technologie, l'environnement, enfin tout le champ d'application est vraiment relativement large. Et les personnes visées, nos cibles, sont vraiment plurielles. Bien sûr, on pense aux entreprises, ce sont nos principaux partenaires, mais comme vous le verrez, on a beaucoup de projets avec les organisations publiques. L'année dernière, on a travaillé avec nos étudiants, avec le COJOP, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, pour développer, repenser par exemple les infrastructures, comment on va pouvoir penser de l'après Jeux Olympiques et Paralympiques pour, par exemple, végétaliser ou rendre permanentes les installations, ou comment on va pouvoir développer des applications pour nos athlètes qui sont certes des compétiteurs, mais qui peuvent être aussi des supporters et engager justement les supporters dans une démarche de design actif pour faire par exemple davantage de sport. Alors, je dirais que jusque-là, vous allez dire, c'est ce qu'on fait aussi, nous, en ingénierie. Et finalement, il est vrai que ces deux métiers sont assez proches parce qu'on partage la culture de projet, c'est-à-dire effectivement cette habitude de travailler par essai-erreur et d'implémenter les choses. Après, ce qui change au niveau du design, c'est qu'effectivement, on a une approche qui concerne beaucoup plus la partie, on le verra, il y a plusieurs composants dans le design, mais ce qui est vraiment différenciant, c'est que nous, on travaille beaucoup avec une matière qui n'est pas tout à fait quantifiable, qui, malgré ce qu'on voudrait nous dire, c'est la partie humaine et la partie des émotions. C'est-à-dire que vous avez remarqué, vous avez sans doute entendu parler du terme user experience. C'est pas que de la navigation numérique, mais c'est plutôt l'expérience des utilisateurs, l'expérience du quotidien. Tous autant que nous sommes des personnes avec des valeurs, des croyances, une façon de s'habiller, un réseau d'amis, un réseau de travail, un réseau d'influence, des cultures, des racines. Et tous ces sujets-là, quand vous faites de l'innovation, ce sont des sujets qu'il faut prendre en compte parce qu'effectivement, on va sinon se heurter à des incompréhensions ou à une non-adoption du sujet qu'on apporte et qui est innovant. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a mis cette photo-là et qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Waouh! Qu'est-ce que vous voyez là? Oui? Voilà. On se met dans la peau de l'utilisateur. Alors là, c'est un peu grossier parce qu'effectivement, là, si vous voulez, c'est un travail qui a été fait, par exemple, avec les élèves de Polytechnique. Ils ont travaillé sur... il existe des dispositifs pour essayer d'empathiser un petit peu. Alors, on est d'accord que c'est pas parce qu'on se met dans un fauteuil roulant qu'on va savoir vraiment ce que vit une personne handicapée. Il faut raison garder. Mais n'empêche que déjà de se mettre dans cette position et de se déplacer dans un appartement en se disant, tiens, je vais faire cuire un œuf. Et là, vous cognez à tous les placards, vous n'arrivez pas à attraper les casseroles. Le frigo, il s'ouvre dans votre fauteuil. Vous commencez déjà à toucher un petit peu du doigt certaines choses. Voilà. Et ça, c'est effectivement très important, la question de l'empathie. Il faut savoir quand même que dans l'évolution des espèces humaines, sans empathie, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est une valeur qui est très importante et qu'on retrouve aussi beaucoup. Il faut savoir qu'on reçoit souvent des jeunes ingénieurs qui viennent travailler chez nous.
Et c'est vrai que c'est un sujet qui leur manque parce que je pense que c'est un métier où on travaille beaucoup sur l'idée d'innover, de bricoler, de travailler sur des choses nouvelles. Et ben voilà, c'est une valeur qui est importante et avec laquelle nous, on va composer et on vous apprendra à composer. Donc effectivement, quelques applications, hein. Rapidement, et c'est pas des sujets nouveaux, mais ça vous donnera un petit peu une idée. Donc on a parlé de l'esthétique, ben oui, effectivement, on peut donner une image globale à des produits et dire que ce sont des produits qui s'adressent par exemple à de la boulangerie traditionnelle en jouant sur les codes visuels. On travaille sur les packaging, on va travailler par exemple en automobile, ça va être la carrosserie, les finitions, etc. Mais aussi on a toute la gestion des espaces, des packaging, des espaces, de la communication, ça vous l'avez vu effectivement. Et puis on a aussi tout ce qui est mélangé réalité et virtualité. Donc là on rentre vraiment dans le domaine du service, que ce soit sur le numérique ou que ce soit sur la question de l'organisation. Donc là, par exemple, vous avez un exemple si je me rappelle, d'un supermarché en Corée qui voulait s'installer, un supermarché européen, anglais qui voulait s'installer en Corée, et l'immobilier étant extrêmement cher, ils ont trouvé la solution de projeter sur les murs des métros leur offre de produits, et les gens peuvent les scanner et les commander directement au magasin. Donc là, c'est de l'analyse du trajet d'une personne en Corée. En Corée, on mange beaucoup à l'extérieur, on ne mange pas tellement chez soi, le soir quand on rentre. Et donc, effectivement, l'idée, c'est que sur le trajet de la personne, on va mettre en place un système pour qu'il puisse commander sa nourriture et se la faire livrer à la maison. Donc tout ce process de scénario d'utilisateur, ça, c'est du travail de design. Et c'est déjà une première approche pour vous expliquer le design de service. Bon, d'autres illustrations. Alors, j'ai déjà évoqué le partenariat donc, avec le comité des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, on travaille, pas simplement avec l'industrie, mais avec des organisations publiques. Cette année, on a lancé depuis septembre un nouveau projet avec l'administration pénitentiaire, qui a un laboratoire d'innovation. Et donc, on travaille avec eux pour repenser tout le parcours disciplinaire des détenus. Vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, on s'est rendu compte que la discipline, bon, elle est bien sûr importante en prison, mais elle était peut-être trop restrictive, en tout cas pour les détenus, et ça a été identifié comme le principal frein à leur insertion professionnelle. Donc on travaille avec le personnel vraiment de prison, de plusieurs prisons, avec les détenus pour essayer de repenser, d'une certaine manière, assouplir le parcours disciplinaire pour mieux répondre aux besoins d'une meilleure insertion des détenus. Voilà une illustration du type de projet qu'on peut faire. Un deuxième projet avec un groupe que vous connaissez, vous avez sans doute des projets avec eux, qui est le groupe Thales, mais là sur un objet aussi un peu différent, c'est qu'on profite du déménagement et du regroupement de plusieurs sites pour repenser le parcours des collaborateurs, assurer leur meilleure insertion professionnelle au sein du groupe, mais aussi vis-à-vis de leur environnement. Un autre type de projet, la CEPAMIF. Alors, la CEPAMIF, ça ne doit pas vous dire grand-chose. C'est une mutuelle, modèle 48. C'était à l'origine une caisse de secours. C'est la mutuelle des agents de la sécurité sociale. Donc, une mutuelle plutôt très traditionnelle. Bon, le secteur est en pleine mutation. Et là, l'idée, on a appliqué une démarche de design fiction. C'est-à-dire qu'on se projette dans une vingtaine d'années pour imaginer quels seraient les besoins en santé et donc en services associés de vous dans 20 ans. En sachant que la population change, vos envies changent, on ne travaille plus de la même manière, de nouvelles maladies, on l'a vu avec le Covid, peuvent arriver. Voilà. On va essayer d'anticiper, de se projeter dans un monde fictif, puis après, à travers différentes méthodologies d'outils, on va revenir au présent pour essayer de développer de nouveaux produits, de nouveaux services. Une dernière illustration, peut-être, avec le Liberté Living Lab, dont vous avez peut-être entendu parler. Ça a été la première structure d'accompagnement d'organisations, d'industries dans leur démarche d'impact. Alors eux, on a travaillé avec eux sur un projet de l'INCa, qui est l'Institut national du cancer, là aussi pour repenser, pas simplement le parcours de patients, mais aussi de tout le personnel, infirmier, médecin, justement pour assurer que concrètement, on va accompagner ces patients et leurs familles dans un parcours qui est par définition assez traumatisant.
Donc, pour rentrer un petit peu, on va rentrer un petit peu dans la mécanique et dans quelques outils pour vous donner un petit peu comment est-ce qu'on fait ça, pour vous expliquer un peu comment on procède. Le design, en fait, répond à 3 questions importante. Il a 3 aspects qu'il doit absolument prendre en compte. C'est est-ce que c'est désirable? Donc en fait, c'est toutes les questions effectivement d'esthétique, certes, mais pas que. Est-ce que c'est, quand on dit désirable, ça veut dire qu'effectivement il y a la question de est-ce que ça me plaît, certes, mais est-ce que ça me convient? Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que j'en ai besoin d'une certaine façon? Mais pas est-ce que j'en ai besoin parce qu'on m'a dit que j'en avais besoin, mais est-ce qu'effectivement je trouve une utilité à cette chose-là? Et là, c'est vrai qu'un utilisateur, c'est assez cruel. En fait, quand vous lui donnez un objet qu'il est sur une étagère ou qui doit choisir entre plusieurs services ou entre plusieurs systèmes de mobilité, il ne va pas écouter un argumentaire. En général, il va prendre ce qui lui paraît le plus utile et le plus accessible. La deuxième question, effectivement, c'est est-ce faisable? Alors là, on est vraiment sur un terrain avec vous, qui est est-ce faisable? Est-ce qu'effectivement, techniquement, est-ce qu'on a les ressources? Est-ce qu'on a les moyens techniques? Est-ce qu'on a les process qui vont bien? Et puis la troisième question, c'est est-ce viable? C'est-à-dire, effectivement, est-ce que tout ceci peut s'inscrire dans une logique alors, ça peut être une logique économique, mais en général, une logique de durabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, ça passe souvent par le modèle économique, parce qu'effectivement, si je propose un service de métro sur la région parisienne et que je n'ai pas les moyens de le financer, il y a un moment, ça va être très compliqué. Voilà, donc ce sont ces 3 sujets-là qu'on va aborder. Alors attention, derrière la faisabilité, effectivement, généralement, on fait appel à vous, mais il y a une notion qui n'apparaît pas ici et qui est fondamentale derrière la faisabilité, c'est est-ce que c'est acceptable? Voilà, est-ce que c'est acceptable par les différentes parties prenantes? Bien sûr, on pense aux usagers, mais il y a aussi tous les acteurs, établis ou autres, dont vous avez besoin concrètement pour prototyper, pour tester. Bon, on n'oublie pas quand même la dimension économique. Là, c'est l'économiste ou le gestionnaire qui revient. Souvent, on a tendance, et ça a été évoqué quand on vous questionne sur la question du design, à penser effectivement le beau, l'esthétique. Bon, on est quand même dans une réalité économique et on va s'assurer aussi par la méthode et nos différents outils qu'on répond à un besoin aussi qui soit économique et qu'on va pouvoir, à partir de ce développement de produits, de services, de techno ou d'organisation, générer des ressources et assurer la rentabilité de ce qu'on propose. Et la rentabilité, même dans des projets associatifs, même pour le compte d'organisations publiques, ce n'est pas un gros mot. La rentabilité, c'est d'abord de l'investissement, justement pour s'engager dans des projets d'innovation. C'est d'abord de la ressource qui va nous permettre d'améliorer l'existant. Et d'ailleurs, un retour sur investissement n'est pas forcément financier. Voilà. Du coup, c'est vrai que ça pose, par exemple, si on vous donne un sujet, si je vous donne par exemple la question par exemple de la couleur, sujet qui vous paraît peut-être banal, aujourd'hui la question de la couleur n'est étudiée pratiquement dans aucune école, alors que c'est un vecteur culturel, sémantique, sécuritaire aussi important, et sur lesquels effectivement il peut y avoir de nombreuses interprétations. Qui sait aujourd'hui que la robe de mariée blanche est quelque chose qui a été imposé par les cultures protestantes il y a 200 ans? Qui sait que le blanc, effectivement, j'ai une de mes étudiantes qui a soutenu en blanc alors qu'elle venait de perdre son mari, et j'ai des professeurs qui m'ont dit « mais elle est en blanc ». Ben oui, mais elle était bouddhiste, donc pour elle, la couleur du blanc, c'était porter le décédé vers avec positivité vers son prochain vaisseau. Donc vous voyez, on a des sujets qui peuvent paraître triviaux, comme la couleur, chose qu'on a partout autour de nous, mais sur la couleur, on pourrait... c'est un sujet, par exemple, en soi, sur lequel on pourrait parler très longtemps, et sur la question de est-ce que c'est faisable. Autre exemple d'innovation, il y a un groupe d'ingénieurs qui a mis au point un système d'enterrement par la décomposition du corps, par le compost. Voilà. Et bien là, par exemple, autant leur idée d'un point de vue bio-inspiration, super, et ben, au niveau culturel et des proches, et ben, c'est pas la même. Comment est-ce qu'effectivement, comment est-ce qu'on va développer justement des imaginaires, une acceptabilité, parce que peut-être c'est une solution
et que c'est une solution enviable, mais comment est-ce qu'on va le dire? Donc là, par exemple, c'est vrai que un truc sur lequel le design travaille énormément, c'est la question des imaginaires. Donc là, par exemple, vous avez les imaginaires pour gérer une transformation, pour aller vers d'autres modèles, pour inscrire sa marque dans un nouveau récit, pour engager une communauté, un enjeu culturel et politique. Bon, un exemple très clair. On nous dit qu'effectivement, on a un souci sur la production de la viande au niveau mondial. Une des solutions qui a été proposée, ce sont les fermes avec des insectes, parce que l'insecte produit énormément de protéines. Génial, sauf qu'effectivement, pour la plupart des gens, en tout cas en France, l'insecte qui grouille, ça ne se mange pas. N'empêche qu'on mange des escargots ou qu'on mange des crevettes, et franchement, quand on les regarde, c'est pas très loin des arthropodes. Donc effectivement, qu'est-ce qui fait qu'on va manger une crevette et pas un ver de terre? La question. Peut-être que le ver de terre n'est pas comestible, j'en sais rien. Je vous dis peut-être une ânerie. Mais en tout cas, vous voyez, on doit travailler sur ces questions d'imaginaire. Et quand on est tous concernés par la transition écologique, qu'on a envie d'aller vers une transition écologique, on se heurte beaucoup à la question de clanisme, de valeurs, de culture, et puis d'imaginaires qui sont peut-être à réinventer. Parce qu'effectivement, si on dit on va arrêter de faire quelque chose parce que c'est mal pour la planète, ouais, mais on fait quoi d'autre? Donc voilà, l'idée, c'est effectivement de travailler sur des imaginaires positifs qui vont nous amener à accepter certaines transformations qui nous sont imposées. Donc au CRD, c'est le Centre de recherche en design dont on dépend avec, qu'on a développé avec l'ENS Paris-Saclay. Le cœur de notre réflexion, c'est le statut de la ressource. Alors, dans quelle mesure on peut concevoir, on est dans le design, développer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles technologies, de nouvelles organisations à partir de la matière, des ressources qui sont disponibles. L'autre illustration, vous la voyez, c'est celle des algues. Alors, bon, il y a les algues qu'on peut manger, effectivement, mais il y a aussi tout le sargasse. Alors, on commence à avoir ce problème quand même pour ceux qui ont de la famille ou qui ont passé leurs vacances sur les bords de l'Atlantique. On a quand même chaque jour des tonnes et des tonnes d'algues qui sont donc rejetées. Si vous allez en Amérique du Sud ou Amérique centrale, vous avez des millions de tonnes de sargasses qu'on appelle qui sont issus en fait de la déforestation, notamment au Brésil, qui inondent toutes les plages. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Voilà. Et là, la plupart justement des agences de design, avec l'industrie, avec les ministères, travaillent justement au recyclage. Enfin, c'est pas simplement du recyclage, c'est ce qu'on appelle de l'upcycling de cette matière pour en faire de nouveaux projets. Je te laisse enchaîner sur les outils, justement, rapidement. Alors, voilà, quand on parle de design, vous l'avez bien compris, on n'est pas simplement sur du design donc, de produits, de services. Il y a un large panel de méthodes. Ça rejoint les méthodes de prospective, de design fiction, dont vous avez peut-être entendu parler, ou de parafiction. Il y a beaucoup de démarches aujourd'hui qui sont mises en place par beaucoup d'agences pour l'industrie. On va travailler sur les scénarios d'usage. Là, on est plutôt sur du design actif ou interactif. Le design, ça a été évoqué, le design sensible ou de sens. On travaille de plus en plus sur le design des émotions. Vous avez des gens qui font leur thèse, qui sont ingénieurs de formation, mais qui vont assurer aussi ce qu'on appelle une double tutelle et travailler avec des psychologues, des ethnologues pour intégrer justement cette dimension émotionnelle ou sensible. La deuxième chose, donc, on a parlé tout à l'heure, c'est effectivement, il y a les imaginaires et puis il y a la question des usages. Donc, la question des usages, c'est à la fois la façon dont on va utiliser quelque chose, mais aussi la façon dont on va l'utiliser en société, dans une communauté. Donc là, par exemple, on va se dire qu'effectivement, vous avez certainement eu des cours sur les questions de qualité. Le designer va se poser aussi la question de comment je calibre un produit ou un service en fonction de ce qui est utile et désirable pour mon public. Comment est-ce que je me centre sur l'utilisateur? Vous allez voir que dans beaucoup d'entreprises, on va vous dire, service marketing va vous dire, oh, on est très centré sur l'utilisateur. En fait, ils ne l'ont pas vu ni de près ni de loin, ils ont fait un benchmark et ça s'arrête là. Vous, comme nous, ce qu'on attend de nous, c'est d'aller sur le terrain et de regarder véritablement ce que les gens font, de se taire et d'observer. Et on apprend pas mal de choses par ce biais-là.
Dites-vous par exemple que quand vous parlez avec quelqu'un et que vous parlez de régime alimentaire par exemple, eh bien quelqu'un va peut-être vous dire qu'il ne mange pas de gras ou de sucre parce que c'est pas bien pour sa santé. Et en fait, si il en mange, il y a plein de choses qu'on veut pas dire sur notre vie et qu'on va pas déclarer à un marketicien. Alors peut-être qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on déclare tout un tas de choses qu'on ne voudrait pas déclarer, mais n'empêche qu'effectivement, de son propre chef, les personnes ne vont pas forcément déballer leur vie à quelqu'un qui arrive avec un benchmark. Donc l'idée, c'est plutôt de partager la vie des gens, de traverser cette expérience. La semaine dernière, on a eu une conférence de Serge Berthier, qui est physicien à Jussieu, sur la photonique, c'est l'étude de la lumière, et lui, il s'est attaché à l'étude de la couleur dans la nature. Et il expliquait qu'en fait, pour comprendre les phénomènes physiques, ce qui était super intéressant, c'était d'aller voir comment vivait l'animal. Donc lui, il travaille beaucoup sur les arthropodes. Et la question était effectivement d'aller voir, en fait, en lumière, par exemple, certains animaux changent de couleur à cause d'un choc, d'autres à cause de l'eau, d'autres à cause de l'exposition à la lumière, d'autres à cause d'une réaction émotionnelle. Et donc, sa question, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'il y a cette réaction et à quoi ça sert. Donc, ça peut être des systèmes de séduction, des systèmes de défense, etc. Là aussi, finalement, en sciences pures, on peut faire de l'expérience utilisateur et aller voir comment ça se passe. Donc, par exemple, un petit exemple que j'ai trouvé rigolo, ça c'est en Israël, des designers qui ont travaillé sur du mobilier de collectivité, du mobilier qu'on met sur la voie publique dans la ville. Et en fait, comme dans la plupart des pays méditerranéens, les gens, ils aiment bien poser une chaise dehors et discuter. Et donc, ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut retraduire ça sans qu'on le perde? Donc, ils ont fait un système de chaises qu'on peut emprunter sur le trottoir, comme avec un caddie, avec une pièce. Et on peut poser sa chaise et venir discuter avec quelqu'un. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bel exemple d'usage complètement inspiré de pratiques culturelles établies. Donc derrière toute cette méthodologie ou ces outils que vous connaissez a priori, en tout cas peut-être que vous avez approché, notamment pour ceux qui sont dans des masters spécialisés, il y a un certain nombre qui sont pour nous en tout cas des réflexes. Trois exemples d'outils qu'on utilise. Le premier, c'est le Customer Journey ou ce qu'on appelle le parcours usager ou utilisateur. Tu peux peut-être passer. Le deuxième, c'est la carte de l'empathie. Et trois, c'est ce qu'on appelle la méthode des personas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces outils? Vous les avez utilisés? Oui. Donc, le premier, c'est en amont. Donc, le parcours utilisateur. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'être en immersion, en empathie. Nous, ce qu'on demande à nos étudiants, et ce qu'on vous demande, c'est d'être vraiment des sociologues. C'est votre premier job. Ou en tout cas, ça peut même aller jusqu'à l'ethnologie ou l'anthropologie. Et donc, c'est cette capacité à rendre cours du parcours d'un usager, d'un utilisateur, par exemple sur une journée, d'identifier ses points de satisfaction, certes, parce que l'idée, c'est aussi, en tout cas, de s'assurer qu'il ait une satisfaction grandissante, mais aussi ces points de frustration, ces points de friction pour justement améliorer sa satisfaction globale, que ce soit sur la consommation d'un produit ou d'un service. Donc on est sur une forme de mapping et on va accompagner nos étudiants, designers, justement sur la formalisation. C'est là où on rejoint aussi cette ambition quand même du beau, c'est de rendre compte justement, mais aussi d'une belle manière, du parcours d'un utilisateur. Donc là, dommage qu'on n'ait pas un atelier cet après-midi, on se serait amusé. Moi, j'ai fait faire ça à vos collègues de Nanterre en marketing opérationnel. On a l'impression que ça se passe simplement. Prenez un sujet, je vais au café avec les copains, où on choisit un restaurant ou une sortie le samedi soir. Prenez juste un sujet comme ça. Vous faites un axe sur effectivement la satisfaction. Là, en haut, ça va bien, en bas, ça va pas. C'est votre état émotionnel. Et ça, c'est l'axe du temps. D'accord ? Et vous allez placer toutes les choses que vous faites pour décider d'une sortie avec les copains. Et vous allez voir un petit peu tous les atermoiements, les systèmes qu'on met au point, de communication, etc. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous allez voir que d'abord, personne s'y prend de la même façon. Déjà, vous allez vous dire, ah tiens, on n'a pas la même façon d'organiser les choses. Vous allez peut-être noter les engueulades. Et en fait, pour les gens qui doivent travailler en innovation, tout ce qui est dans la zone basse,
du diagramme est intéressant comme point d'amélioration et d'innovation, là il y a quelque chose à creuser. Et tout ce qui est en moyen ou en haut, ben, ce sont des choses qu'il va falloir préserver, voire amplifier. Le deuxième outil, c'est la carte de l'empathie. Et donc là, l'idée, c'est de rendre compte des aspirations. On va un petit peu plus loin dans l'approche. On va surtout un peu plus loin dans l'approche empathique. Donc là, on est vraiment dans la psychosociologie. Et l'idée, c'est de rendre compte, enfin de se mettre vraiment dans la peau de l'usager, des utilisateurs, des collaborateurs, de ses professeurs ou de ses conférenciers, ou pour nous, de nos étudiants. Ça implique quand même une capacité aussi de décentrage qui n'est pas toujours... On arrive à le faire un petit moment, mais on a du mal quand même. Et parfois, on travaille aussi avec des gens qui viennent du domaine des sciences humaines. Qui viennent de nous aider pour cela, oui. Mais faites le test, vous verrez, c'est assez drôle. Les résultats, là où on pensait qu'on était tous d'accord, en fait, on fait pas la même façon, on fait pas les choses de la même façon. Et l'objectif, c'est d'être capable, effectivement, de définir une persona. Alors, c'est un personnage fictif, mais il y a une part de réalité. L'idée, c'est l'enjeu qui soit la plus importante possible. Donc, on va définir un certain nombre de personas, de profils. Ce ne sont pas des personnages, encore une fois, imaginaires, fictifs, le plus réel possible. Et c'est à partir, justement, de ces profils que vous allez développer vos idées de premiers prototypes que vous allez tester d'abord dans ce qu'on appelle un petit groupe, dans un focus group. Et puis une fois qu'on aura passé cette étape, effectivement, on pourra passer après sur des enquêtes un peu plus larges et rejoindre les études de marché plus classiques. Voilà, donc voici un schéma qui vous résume ce qu'on a dit jusque-là. Donc effectivement, la désirabilité qui touche à la personne, la viabilité c'est plutôt le côté entreprise, la faisabilité plutôt le côté technologie, mais avec toutes ces choses qu'on vous a développées jusqu'à présent. Voilà. Alors, un autre sujet qu'on voulait aborder rapidement, c'est effectivement de vous dire que quand vous voulez faire du design, plus vous le faites en amont, mieux ça se passe. Moi, généralement, je me suis retrouvée en industrie avec des gens qui me disaient « le designer, il nous mène à la campagne », parce qu'en fait, il démontre tout ce qu'on a fait au service, au bureau d'études. Eh bien oui, parce qu'en fait, vous l'avez fait intervenir quand ? Eh bien, à la fin du projet. Alors, vous imaginez que quand le designer arrive à la fin du projet, vous vous rappelez le projet tout à l'heure que je vous ai montré de mobilier urbain, si on a dessiné des bancs parfaits et que le designer arrive en disant « mais ici, à Tel Aviv, les mecs, ils s'assoient sur des chaises, le banc, ça marchera jamais », vous imaginez un peu la tête du bureau d'études. Il a fait le banc parfait, n'empêche que le banc parfait, il ne correspond pas à ce qu'on voudrait mettre en place. Voilà. Donc, vous avez vraiment intérêt à, quand vous faites du design ou que vous travaillez avec des designers, à les faire intervenir le plus en amont possible. C'est vrai qu'à l'école, une des choses qu'on apprend aux élèves à faire, c'est questionner la question. On est très embêtant là-dessus. Enfin, nos élèves sont très irritants sur la question parce qu'effectivement, ils posent souvent, la première chose qu'ils posent à leur employeur ou à leur groupe projet, c'est est-ce que c'est la bonne question ? Et c'est vrai que c'est important de se la poser. C'est ce qu'on appelle la questiologie. Moi, j'ai découvert la questiologie il y a quelques semaines. Je ne savais pas que ça existait, qui est l'art de poser les questions. Vous pouvez regarder sur YouTube, enfin, il y a une conférence TEDx qui est géniale sur le sujet, où vous avez un grand professeur de la Sorbonne qui démontre, en se basant sur un certain nombre d'études, et d'études qui n'ont pas été simplement faites en France, mais en Europe, un peu partout, que 85% des questions qu'on se pose, on se les pose juste pour confirmer ce qu'on sait déjà. Et puis vous savez très bien aussi qu'on a une façon de poser des questions pour avoir certaines réponses, que la question n'est jamais innocente. Voilà, donc pourquoi on pose la question et à quelle fin ? Donc effectivement, il s'agit de travailler en amont, de s'inscrire dans la durée, alors, il est important aussi que les gens soient formés à ces questions-là, parce que sinon, on ne sait pas trop comment l'utiliser. Comme vous voulez acheter un ordinateur, si vous ne savez pas trop ce que vous attendez comme performance, on va vous vendre ce qu'il est pratique de vous vendre, pas forcément ce qui vous est utile. Et puis, l'idée aussi, c'est d'intégrer la notion de recherche. Alors, s'il y a un truc sur lequel je veux vous inviter aussi à méditer et vraiment l'utiliser, c'est effectivement la capacité à lâcher prise et à tester. Nous sommes dans des métiers de conception par le projet
Et je sais qu'on a tous la pression d'arriver à une solution tout de suite, là, maintenant. Mais en vérité, les chemins de traverse, se perdre, expérimenter des choses, faire des tests, faire des prototypes, bricoler, discuter avec les copains, ça peut paraître de la perte de temps, mais en fait, c'est de l'enrichissement du projet par le collectif. Et ça vous permettra de garder une fraîcheur d'esprit et de ne pas être enfermé par des systèmes d'entreprise ou de process qui peuvent être très rapidement appauvrissants pour votre fraîcheur et votre envie d'être ingénieur ou designer. Mais pour dire les choses autrement, là, enfin, vous êtes tous impliqués, vous avez été déjà, et vous le serez, impliqués dans des projets d'innovation. Mais la majeure partie des projets d'innovation, en fait, sont là pour continuer l'existant. On est sur des projets d'innovation incrémentale. Toutes ces approches de design, c'est des approches qui peuvent vous permettre justement de faire des sauts technologiques, des sauts en termes d'usage, en termes d'impact. Donc ça passe par un nouveau type de questionnement, ça passe par une nouvelle composition d'équipe. Dans quelle mesure, et on le voit, c'est l'une des difficultés aussi de nos écoles, nous compris, de faire travailler des étudiants d'horizons différents, quoi. Réussir à faire travailler des étudiants d'écoles de commerce, avec des étudiants d'écoles d'ingénieurs, d'écoles des beaux-arts, d'étudiants d'université plutôt en sciences humaines. La réussite, et vous le touchez même à travers vos projets associatifs, le plus compliqué, c'est de réussir à créer une équipe plurielle, quoi, avec différents types de compétences. Voilà. Le design peut y contribuer. Y a-t-il des questions ? Des réactions ? On vous a complètement endormi, il fait une chaleur énorme. Et en plus, vous êtes en pleine digestion. Voilà. Alors, on vous a remis ça pour mémoire, vous avez certainement dû le voir. Nous, on préfère celui-ci, parce que quand je vous disais qu'on se perd et qu'on y retourne, voilà. L'idée, c'est effectivement de définir un terrain de recherche, de faire des propositions, de faire des prototypes, de tester. Et alors quand je dis tester, c'est pas en disant tiens, je t'ai apporté, je sais pas, ce nouveau produit à manger, goûte, tu vas voir, c'est super bon. C'est mettre sur la table et regarder comment les gens produisent, s'ils en font du nettoyage pour les vitres ou si effectivement ils prennent une cuillère et qu'ils le testent. Oui, monsieur, je vous écoute. Est-ce qu'il y a eu du nouveau depuis IDEO, c'est ça? Alors, on vous a remis le schéma d'IDEO parce que c'est celui que vous avez dû voir de toute façon. Mais très honnêtement, la pensée est beaucoup plus complexe. Quand tout à l'heure, voilà. Nous, en fait, aujourd'hui, en gros, on travaille par exemple avec Apolline Le Gall, qui est chercheur en design. Et un de ses articles que je vous ai mis dans la biographie que vous retrouverez, c'est il n'y a pas que le design thinking dans la vie. Donc effectivement, il y a le design projectif, le design recherche et le design de sens. Mais il y a aussi tout ce qui est design fiction. On a énormément d'autres outils. Le design thinking, avec son schéma théorisé par IDEO et communiqué par IDEO, est une des, voilà. Et je dirais que c'est la façon dont pensent tous les designers. Ça a été théorisé parce qu'effectivement, on fonctionne comme ça. Mais après, au niveau des outils, il y a énormément de choses qui sont produites. Et s'il y a une chose qu'on essaie d'apprendre à l'école aux élèves, c'est effectivement la question on n'a pas d'outils pour tout ce qui arrive. Donc l'idée, c'est plutôt d'apprendre à créer des outils pour soi-même ou à en créer des nouveaux, plutôt que d'avoir une recette, une méthode qui va faire one size fits all. Ça n'existe pas en fait. Le monde dans lequel j'ai grandi, c'est pas le vôtre, dans la génération que je vois dans cette salle. Michel Serres le disait, on a vraiment, on ne sait pas dans son texte sur Petite Poussette, qu'est-ce qu'on doit vous transmettre? On doit surtout vous transmettre la façon de critiquer le monde et de vous positionner de façon à trouver des solutions par vous-même. Donc tout ce qu'on vous a présenté là, ce sont des outils avec lesquels on travaille, mais l'idée c'est que après ça, vous en faites autre chose. Et au contraire, il faut les détourner, il faut les hacker, il faut trouver d'autres voies parce que les voies du passé, elles correspondent à un contexte qui est dépassé, voilà, et qui n'existe plus. Et donc, comment est-ce qu'on vous outille pour aller de l'avant? Un complément de réponse, c'est que, voilà, avec un peu de recul, on s'est rendu compte que toutes les démarches IDEO de design thinking étaient centrées sur le client et sur un client unique.
Et donc, ce n'était pas satisfaisant. Donc là, on est sur des approches plus de design systémique, avec un enjeu d'intégration de plus de parties prenantes possibles. Et donc, du coup, on se retrouve dans des démarches quand même assez complexes. Le deuxième axe, là, on revient sur une réalité budgétaire, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, que la plupart des entreprises et des industries ne passaient pas suffisamment de temps avec leurs clients sur le terrain à faire de l'immersion pour répondre réellement aux besoins des derniers bénéficiaires, des clients finaux, quoi. La majeure partie quand même des projets qui sont développés sont développés en fait pour assurer la pérennité d'un modèle économique existant. Et c'est toutes les limites qu'on a aujourd'hui pour avoir véritablement, enfin pour transformer notre industrie et avoir vraiment un impact social, sociétal et environnemental. Donc là, il y a plein de nouvelles méthodes, nouvelles démarches qui sont développées. On parle de design circulaire, design intégratif. Vous avez l'école australienne qui est assez, notamment avec un designer qui est Tony Fry, qui est un vieux sage un peu fou, qui a créé l'atelier du bout du monde. Et donc, il a installé sur l'île de Tasmanie. Là, il vient de sortir un livre passionnant où il imagine le déplacement de l'île, et en particulier de la capitale en fait, de cette île de Tasmanie, justement pour être dans une démarche de rupture par rapport à l'existant, par rapport au modèle existant, avec au cœur de sa réflexion l'utilisation de nos ressources existantes. Vous pourrez aussi aller regarder le travail de Nabil Hamdi, qui est un architecte iranien, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Small Changes. Et c'est vraiment génial parce qu'en fait, il explique qu'en tant que concepteur, et ça nous arrive à tous, il a été souvent demandé pour travailler sur la requalification complète d'un quartier. Et par exemple, dans les favelas, on lui a demandé de mettre en place un super centre culturel, voilà, super neuf, beau bâtiment, etc. Et il a dit, mais en fait, dans un quartier, si on veut revitaliser un quartier, il leur a dit, c'est pas forcément un grand bâtiment tout en verre qu'il faut mettre dans ce quartier-là. Mais il faut réfléchir à ce dont les gens ont besoin et qu'est-ce qui pourrait vraiment faire qu'est-ce qui pourrait vraiment avoir un impact. Et en fait, le pari qu'il a fait, ça a été de dire, par exemple, moi, je vous propose de changer la ligne de bus dans son trajet, de la faire passer dans la favelas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un arrêt de bus. Alors déjà, ça a été un combat politique assez fort, mais ils ont accepté de faire la chose. Une fois que le bus s'arrête dans la favelas, il y a eu un centre où, en fait, il y avait un centre d'échange possible. Ils se sont dit, chouette, il y a des gens qui ont commencé à installer des petits commerces. Des petits commerces, il faut les approvisionner. Donc, il y a des gens qui sont venus avec leur production, à la fois de la favelas et des champs aux alentours, pour vendre à cet endroit-là. Donc, il y a eu un réparateur de vélos qui s'est créé aussi parce qu'effectivement, il fallait aider les gens à transporter leur matériel. Il y a toute une petite économie qui s'est créée là. Plus fort encore, au bout de quelques mois, ils sont aperçus de la montée des résultats des élèves dans les classes de primaire du quartier. Et pourquoi, à votre avis ? Il y a une petite idée ? Trajet du bus, lampadaire, route, lampadaire. Dans un quartier où les gens n'avaient pas l'électricité, les enfants se sont réunis autour des lampadaires avec des personnes qui, avec les grands, des petits, transmission entre pairs, comme chez nous d'ailleurs. Et effectivement, ils ont commencé à travailler et à faire leurs devoirs. Et effectivement, ça a apporté du mieux à la communauté. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour forcément porter des sujets qui vont être de tout révolutionner par la technique ou par le marketing, mais bien plutôt de regarder ce dont les gens ont besoin et comment on peut véritablement changer leur vie par la circularité, l'innovation frugale, l'empathie, ou la design circulaire, la question de l'inclusivité aussi. Est-ce que je crée pour une seule personne qui est grande, 1m80, blanche et européenne, ou est-ce qu'effectivement, je me dis qu'effectivement, il y a des gros, des grands, des petits, des sportifs, des pas sportifs, des malades, des handicapés, des femmes. Et effectivement, comment je crée pour toutes ces personnes ? On parlait de Tony Fry, on peut parler de Bruno Latour, qui vient de nous quitter, qui est un homme assez merveilleux, qui a beaucoup publié, qui est un scientifique vraiment global, à la fois anthropologue, psychosociologue, philosophe. Enfin, je vous invite vraiment
à regarder qui est Bruno Latour et pas forcément de lire directement ses ouvrages, mais en tout cas de suivre certaines de ses conférences qui ont été enregistrées. Et en fait, il appelle à un retour au retour du bon sens. Et en fait, le design, c'est d'abord ça aussi, c'est revenir à du bon sens, quoi, et passer du temps avec les premiers bénéficiaires de ce qu'on est en train de développer ou de proposer, que ce soit en termes de produits ou de services. Et le bon sens rejoint une autre notion qui est celle du bricolage. Alors, je ne sais pas si vous savez d'où vient la notion de bricolage. En tout cas, je suis sûr qu'en tant qu'ingénieur ou technicien, le bricolage, ça doit vous parler. Et en fait, c'est un autre anthropologue qui est Lévi-Strauss, qui a défini la notion de bricolage quand il a passé beaucoup de temps en Amazonie. Il l'a défini dans ce qu'on appelle les Tristes Topiques, qui est l'un de ses ouvrages qu'il a écrit en 1962. Et il décrit le bricolage par la capacité à utiliser des ressources qui sont à portée de main. Et ces ressources, c'est d'abord de la ressource humaine, quoi. Qu'est-ce que je peux faire d'abord avec les camarades qui sont autour de moi, quoi. Qu'est-ce que je peux faire comme projet, développer comme nouveaux produits, services avec les ressources qui sont à ma disposition, quoi. Et le design, effectivement, permet, en tout cas en grande partie, de retrouver un peu de bon sens, quoi. Il n'y a pas forcément quelque chose de radicalement nouveau, si ce n'est de retrouver quand même un petit peu de bon sens dans ce monde un peu compliqué quand même. Alors, on avait préparé un cas, mais je pense que ça nous demanderait une autre heure. Donc, on va vous le laisser dans la présentation, vous pourrez le regarder. On vous a mis aussi en fin de présentation quelques références de façon à ce qu'effectivement, vous puissiez retrouver certains sujets et puis que vous puissiez aller regarder des sujets dans le détail si vous voulez creuser l'affaire. Et là, par contre, si vous le voulez bien, écoutez, je vous propose éventuellement... vous avez peut-être des questions, enfin en tout cas j'aimerais bien que vous en ayez. Et donc on va vous passer la parole. Faire un peu de questiologie. Qui c'est qui a levé la main? Merci. Moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec la question des designers parce que, en tant qu'ingénieur de formation, on nous a toujours enseigné le design de façon assez, on va dire, assez vague. Et je voulais savoir pourquoi est-ce qu'un ingénieur ne peut pas avoir des compétences de designer, ou en tout cas réfléchir comme un designer, et qu'on est obligé d'avoir une personne externe pour toutes les questions de design. Ah alors là, détrompez-vous. Nous, on pense que du design, on peut en faire un petit peu partout. On forme des designers, mais par exemple, sur les masters spécialisés, on prend des ingénieurs pour qu'ils puissent se former véritablement aux méthodologies du design. Le problème que nous, on a actuellement en tant que designer, c'est qu'on a des gens à qui on vend une méthode design thinking en 6 étapes. Hein. En gros, imaginez les 5 ans. Nous, il nous faut 5 ans pour former un designer. Et il faut 5 ans pour former un ingénieur. Et là, tout d'un coup, il y a un gars qui arrive et qui vous dit, designer, en 3 étapes, c'est fait. Non, en fait, c'est complexe. Nos métiers sont complexes. Et quand je vous disais qu'on a la culture de projet en commun, clairement, pour nous, il n'y a pas de problème. Il y a des designers, il y a des ingénieurs qui sont designers chez nous. C'est une tournure d'esprit particulière et ce sont des métiers particuliers. Mais il n'y a pas d'opposition. Au contraire, il y a de grandes synergies et l'un peut être l'autre. Après, tu peux l'être. Ma collègue, parce qu'on co-dirige en fait le programme, donc c'est une ingénieure de formation, elle est polytechnicienne, et elle a fait l'ENSI. Et aujourd'hui, elle se bat, elle continue à enseigner à l'école polytechnique pour maintenir un cours qui est en voie de disparition dans la plupart des écoles d'ingénieurs. Je m'avance dans un terrain glissant. Je ne sais pas si vous avez encore un, qui est un cours de dessin à la main. Et elle se bat. Et le travail du designer, c'est d'abord ce travail de dessin. Parce que c'est un formidable outil, en fait, de traduction de paroles, de visions qui sont différentes. Donc je ne sais pas si toi, tu as cette capacité-là, si tu la cultives, mais c'est là où le travail d'avoir un designer... Quand je vous disais qu'au départ, moi, je ne peux pas imaginer un projet d'innovation sans designer, c'est d'abord pour cette capacité, en fait, de formalisation.
de projection, quoi. Moi, j'ai été chargé du commerce extérieur pour le Japon pendant 10 ans. Donc, tu vois, je pilotais des projets d'innovation, mais pour des entreprises japonaises très traditionnelles qui ont plus de 200 ans d'existence. Voilà, là, je pense notamment à une société qui faisait les armures de samouraï. C'est la 53e génération. Donc, quand tu travailles avec eux, tu vois, pour développer à partir de leur savoir-faire de nouveaux produits ou de nouveaux services, mais basés sur leur savoir-faire, c'est compliqué de communiquer, quoi. Et en fait, on a recours à des designers d'abord pour projeter sur papier les échanges. Tu vois, essayer d'avancer chemin faisant en projetant des choses par le dessin. Et c'est d'abord ça du design. C'est pas que ça, comme vous l'avez compris, mais c'est d'abord cela. En tout cas, à l'école, mais venez le samedi, vous comprendrez un peu mieux. Mais en tout cas, à l'école, il est sûr on accueille régulièrement en master spécialisé des ingénieurs qui, au bout de 3-4 ans de métier dans l'industrie, on ne peut plus des tableaux Excel et des calculs et des projections. Ils étaient venus pour faire un métier de bricolage, d'innovation, d'impact sur le monde. Et là, ils se retrouvent dans des métiers qui ne leur conviennent pas forcément. Donc c'est vrai que la partie d'acculturation au design leur permet de s'ouvrir à nouveau des plans de liberté et de bricolage, parce que c'est par le bricolage qu'on est arrivé à aller sur les technologies qu'on fait aujourd'hui. Hein, c'est pas en se posant la question, alors est-ce que la technologie c'est bien ou pas? Non, on bricole. On bricole, on teste, on essaye et on implémente. Voilà. Donc oui, vous pouvez être designer si vous avez envie, mais voilà, venez nous voir, travaillez le sujet, regardez la méthode, appliquez et vous verrez comment ça se passe. Voilà. Ok, merci, on va en rester là. Bravo et merci. On va en rester là. Donc, juste, je rappelle, pour ceux qui sont en 3e année là, du cycle ingénieur, c'est pour ceux qui voudront faire la majeure conception et innovation. Ça sera certainement des thématiques que l'on abordera en début 2024 sur cette majeure. Ok, merci de votre attention et à la semaine prochaine pour une nouvelle causerie.